C'est bien moi. Fantomas. C'est entre 1910 et 1911 que Pierre Souvestre et Marcel Alain vont créer un personnage abject, immonde, un réel monstre, un tueur, Fantomas. La silhouette encagoulée du maître du crime devient une figure emblématique de la littérature populaire de la Belle Époque et du roman feuilleton français à la suite de la diffusion des 32 romans des deux auteurs entre 1911 et 1913 et bien sûr des 5 adaptations pour le cinéma réalisées par le grand Louis Feuillade entre 1913 et 1914 où le personnage était interprété par René Navarre et bien sûr des bandes dessinées. Tu peux trembler, Fantomas. Tu peux bien avoir 100 visages, tu n'auras jamais qu'une seule tête. Ne la relève pas trop. La saga connaît un succès public mais sera interrompue suite au décès de Pierre Souvestre et le début de la Première Guerre mondiale. Et ce sera Marcel Alain, seul, qui continuera les histoires après la guerre qui feront l'objet d'adaptations cinématographiques durant les années 30-40 jusqu'à celle dont nous allons parler aujourd'hui. Ce torchon est un tissu de mensonges et ça fera du bruit. Mais alors croyez-moi, plaf, là ça va faire du bruit. Mais revenons à l'origine du personnage, considéré comme un génie du mal, terrorisant beaucoup de Français par ailleurs, comme Rocambole avant lui, mais qui lui passera du côté du bien, créé par Pierre Ponson du Terrail, ou la Société criminelle des habits noirs de Paul Féval. Des intrigues sombres et tortueuses où les crimes de l'anti-héros sont sans limite et où la technologie y est prépondérante pour des courses-poursuites captivant les lecteurs. La voiture, vous l'avez volée! Ne vous inquiétez pas. Enfin, vous avez eu raison. Allez, plus vite, plus vite! Il faut la rattraper, il faut gagner! Il est donc le génie du crime, le maître de l'effroi, le tortionnaire, un homme insaisissable dont l'identité restera inconnue. Marcel Alain le décrit comme un quadragénaire athlétique, élégant et courtois, bien qu'assassin impitoyable, glabre, avec un visage long et distingué, l'air autoritaire et les traits un peu américains. Il est souvent habillé comme un gentleman, ce que reprendra Arsène Lupin dans les romans de Maurice Leblanc, avec smoking et haut de forme, mais pour accomplir ses forfaits porte souvent un collant noir et une cagoule qui impressionne, ne laissant voir que ses yeux menaçants, dont Fandor lui rendra hommage dans ce premier film. Bouge pas, j'en fais encore une. Cruel, il n'hésite pas à torturer et à tuer pour arriver à ses fins. Ses crimes ont parfois été inspirés par les actualités et les faits divers de l'époque que les auteurs compilaient dans un dossier intitulé « L'armoire au truc ». Le commissaire Juve est l'ennemi acharné voire obsessionnel de Fantomas, énergique, actif, remuant et resté jeune malgré la quarantaine et dont sa vie est vouée à la capture et la destruction du monstre. Fantomas révélera à Juve qu'il n'est autre que son propre frère dans les romans, suscitant l'indignation puis la stupeur du policier. Les deux ennemis jurés sont ensuite engloutis dans les flots avant d'avoir pu sceller leur réconciliation, mais Marcel Alain va tout balayer en reprenant les romans. En le surveillant, nous allons remonter jusqu'à... Fantomas! Enfin, voyons, oh là là! Charles Rambert, fils d'Étienne Rambert et d'Alice, deux victimes de Fantomas, sera donc impliqué malgré lui dans un meurtre commis par le génie du crime et va devenir l'allié et l'ami de Juve. De fait, l'inspecteur lui fournit une nouvelle identité afin de le protéger du criminel ayant décimé sa famille. Ce sera Fandor, jeune sportif, gouailleur et tête brûlée, et qui va devenir un journaliste intrépide. Regardez! Le voilà! Là-bas! Également fiancée d'Hélène, que Fantomas tente de lui arracher, belle, intelligente et courageuse. Hélène est fiancée à Fandor et finit par se battre à ses côtés contre Fantomas. Ça doit être une voiture noire, là-bas. En 1979, plus proche des romans, 4 épisodes de Fantomas seront produits pour la télévision par Antenne 2 pour la France et Amstar Film pour l'Allemagne. Chaque épisode de 90 minutes était basé sur l'un des 32 romans de Pierre Souvestre et Marcel Alain. La série a été produite par Claude Barma, le grand, et écrite par Bernard Révon. Et les musiques sont de Georges Leroux, que demande le peuple. Le casting principal recense Helmut Berger en Fantomas, Jacques Dufilot en Juve, Pierre Mallet en Fandor et Gail Honeycutt en Lady Beltham. Mais revenons à nos moutons, en 1964, exactement où Fantomas va sortir sur nos écrans une comédie policière franco-italienne d'André Hunebelle qui va accentuer l'humour et l'aventure au meurtre des romans et faire de Fantomas un grand méchant mégalomane à la James Bond, ce qui, comme d'habitude, lui sera reproché par les critiques, attendant eux une adaptation fidèle. Comme si nous, en voyant Jean Dujardin au SS 117 ou Zorro, pouvions penser un seul instant que ce serait sérieux. Je sais que Marcel Alain et Souvestre, les vrais auteurs du vrai Fantomas, qui est tout à fait étonnant, les vrais Fantomas pourraient faire une série de télévision absolument stupéfiante, parce que c'est d'une cruauté
d'une méchanceté, et ça fait très très peur. Tu pensais que l'on peut se moquer de moi impunément. J'ai une excuse. Je pensais tout de même avoir fait mes preuves. Donc quand ils ont vu la première version de Fantomas, ils ont failli mourir, quoi. Ils étaient déjà très âgés, ça a été extrêmement dur pour eux. Un Fantomas qui flirte avec la science-fiction, adapté à l'époque aussi aux exploits acrobatiques, aventures loufoques et un humour exceptionnel, remplace l'horreur et l'aspect sombre des livres. Ce qui m'étonne avec Fantomas, je trouve que c'est un film qui s'est bonifié en vieillissant. C'est très curieux. À l'époque, quand il est sorti, c'était quoi? C'était une gentille comédie française. Une nuit au poste, moi. Si seulement vous aviez pas oublié vos papiers. Ça, c'est intelligent, ça. Mais vous ferez votre chemin, vous. Avec une ambition non dissimulée de se rapprocher un petit peu de James Bond. Hein? Monsieur Humbel voulait faire un James Bond. Et il avait déjà dans ses cartons Sean Connery. Et n'oublie jamais que pour toujours maintenant, tu m'appartiens. Sean Connery, mais il n'a pas voulu. Malgré, il a raison, il n'a pas voulu, il a dit non. Je ne vais pas venir m'emmerder à faire du français. Un personnage mystérieux commet donc des vols et des crimes dans la capitale sous le nom de Fantomas. Le commissaire Juve et le journaliste Fandor enquêtent chacun à leur manière sur cette affaire. Ils ne croient pas à l'existence d'un tel malfaiteur, mais vont se retrouver confrontés à Fantomas dont la méthode consiste à utiliser des masques pour commettre ses méfaits. Il va prendre ainsi diverses identités, dont celle de nos deux héros, et les foutre dans une belle merde. Assisté de Jacques Besnard, André Hunebelle va se retrouver avec un budget de 3,3 millions de francs, soit un peu plus de 5 millions aujourd'hui, garder ses cascadeurs, sa petite famille, d'Yvan Chiffre et Claude Carliez, sous la direction de Gilles Delamarre, et un jeune Rémi Julien, champion de France de motocross en 57. Tenez-vous bien! En fait, Gilles Delamarre s'est adressé à un journaliste spécialisé parce qu'il avait besoin d'un motard habile pour se livrer à des évolutions. Et c'est à cet échelon que j'ai été contacté. J'ai joué Jean Marais avec son rôle, Jean Marais en Fantomas. Et donc c'est pendant toutes ces séquences-là, avec le masque de Fantomas, puis avec le masque de Funès, donc j'ai doublé toutes sortes de personnages. Carliez, lui, va s'occuper de tout ce qui est combat et certaines cascades, et Delamarre va s'occuper des cascades plus dangereuses et coordinateur d'effets spéciaux dont il est un des pionniers. Ce qu'il faut dans les bagarres pour que ça se passe bien, bagarre ou duel, c'est que le comédien ou les comédiens qui interviennent aient une bonne mémoire. D'abord de l'équilibre, d'abord de la maîtrise. Il ne faut pas se laisser embarquer, pas tomber, il faut avoir le sens de la distance, c'est important ça. Quand Jean donc envoyait ses coups à droite et à gauche et qu'il partait, si on ne disait pas couper, arrêter, Jean continuait. Ça, c'était comme ça. Et d'ailleurs, il disait, mais après une scène d'action, je suis très excité. Ben oui, c'est vrai, il y a une exaltation qui se fait. Tout ce qui est dangereux, je ne répète pas. C'est, en général, il y a un spécialiste que l'on fait venir et qui répète pour moi. Et je le regarde attentivement, il me donne des conseils, je vois, d'après ce qu'il fait, le danger. À éviter et en général je le fais du premier coup et on tourne un 3 ou 4 appareils pour m'éviter de recommencer plusieurs fois les prises. Hunebelle, grand réalisateur dont j'ai longuement parlé dans ma vidéo sur OSS 117 Seul et Chaîne, retrouve donc sa petite famille. Tout le monde s'aimait bien, ou tout le monde s'entraidait s'il y avait une difficulté. La costumière, c'était sa première femme. Jean-Alain écrivait les dialogues de ça, puis que c'était le fils d'Hunebelle, Jean-Alain. Allez me chercher un taxi, moi. Allez, allez, hop, je m'en fous, allez me chercher un taxi. Allez me chercher un taxi, vous. Allez me chercher un taxi. Où voulez-vous que je retrouve ? Et Jean-Alain avait beaucoup de talent, et j'ai tourné aussi beaucoup parce que Jean-Alain était un pote à moi.
Les films se succédaient pendant presque 10-12 ans. Tous les ans, on faisait un film. Ne craignez rien, mademoiselle, je suis là. Oh, monsieur le commissaire, tout de même, monsieur le commissaire. C'est un pan du cinéma français. Il a relancé le Cap et l'épée, il a lancé le film humoristique, il a lancé des gens qui sont devenus des gens de première grandeur, comme je vous ai dit, comme M. Audiard et M. De Funès. Et rien que pour ça, il devrait être 100 fois remercié. Il laissera son nom justement dans la mesure où il a donné naissance à un certain type de production française, populaire, de qualité. Il n'y avait personne d'autre à l'époque que lui. Delamarre nous donnera la course-poursuite avec les citrouilles et les Allemands dans la Grande Vadrouille, la 2 chevaux de Bourvil qui se casse en morceaux dans le Cornio, la bonne sœur Folding toujours en 2 chevaux dans le Gendarme de Saint-Tropez, le parachutiste américain accroché à une façade de Sainte-Mère-l'Église dans Le Jour le plus long, l'homme de Rio pour toutes les cascades, ou encore l'anthologique poursuite finale de ce Fantomas sont de lui. Il y avait pour toutes les scènes de haut vol en acrobatie et pour les scènes de voiture et de moto, Gilles Delamarre. Un cascadeur exceptionnel. Il était le digne successeur de Roland Poutin. On a été saboté. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est un coup de Fantomas. Gérard Cogan, de son vrai nom Raymond Gérard Bollard, spécialiste des prothèses en matière plastique, vieillit, transforme le visage des comédiens pour des productions françaises et parfois américaines. Alors je me donnais un mal pour qu'on ne me reconnaisse pas dans Fantomas, parce que Fantomas a son masque vert alors là c'était archi facile à mettre, je l'avais dessiné d'ailleurs, hein, c'est moi qui l'avais dessiné ce masque. Je vais faire de toi un monstre sanguinaire. Et comment? Mais en plus, quand il n'avait pas ce masque vert, il prenait le visage d'autres personnes. Et on me maquillait. Ça durait 3 heures aussi, le maquillage. Et voici la collerette de Briand dont je vous avais parlé. À chaque fois que je me donnais un mal avec mon maquilleur pour qu'on ne me reconnaisse pas. Et si bien qu'il y a beaucoup de gens qui me disaient « Qui est-ce qui joue Fantomas ?» Alors je me disais « C'est idiot de me donner tellement le mal. » En commettant en ton nom et avec ton visage les forfaits les plus spectaculaires. Il se fait remarquer en appliquant un masque de Gina Lollobrigida sur le visage de l'acrobate doublure de la comédienne pour le film Trapèze en 1956. Il crée les prothèses faciales d'Anthony Quinn pour le rôle de Quasimodo dans Notre-Dame de Paris la même année et il transforme en vieillard bossu Jean Marais dans le bossu d'André Hunebelle en 1959. En plus de Fantomas, il va créer les maquillages de ce dernier quand il prend l'identité de Fandor ou de Juve. Au fur et à mesure des tournages, Jean-Marie est de plus en plus incommodé par la longueur des séances de maquillage et l'apport de prothèses faciales en latex, parfois invivables, en particulier dans les second et troisième opus, avec la chaleur de Rome et du Vésuve, dans Fantomas se déchaîne. Aucun mouvement des lèvres et un visage figé en font une sorte d'être fantastique. Je vais d'abord te perdre aux yeux de l'opinion publique. Le maquilleur exprimera tout son talent et sa créativité dans le film de science-fiction Barbarella en 1968 de Roger Vadim, qui disait d'ailleurs de lui qu'il était un homme absolument génial. Et enfin pour le Viager, dont l'action se déroule dans les années 30, aux années 70, il va faire vieillir tous les personnages du film qui n'en peuvent plus d'attendre la mort de Michel Serrault, qu'il dote d'un faux nez, et Michel Galabru, Odette Laure, Jean-Pierre Darras, Rosy Vart, Yves Robert, Claude Legros et Raoul Curé vont vieillir devant nos yeux. Paul-Louis Boutier va se lâcher dans de fabuleux décors avec bien sûr le repère de Fantomas. Tu veux la voir? Absolument parfait, ressemblant trait pour trait à un décor de méchant de James Bond, fantasmé par les effets de l'époque et même après. À la photo
photographie, Marcel Grignon se lâche en scope 2.35 d'une luminosité sans pareil qui travaille sur les Une Belle et nous donnera celle d'un Taxi pour Tobruk de Denis de la Patelière, Le Capitaine Fracasse de Pierre Gasparuy, 100 000 $ au soleil d'Henri Verneuil, Paris brûle-t-il de René Clément, où est donc passée la 7e compagnie de Robert Lamoureux, ainsi que ses deux suites et bien d'autres. L'adaptation sera écrite par Jean Alain, fils d'Une Belle, et Pierre Foucault, collaborateur du réalisateur. Allez, vas-y. Avec 4,5 millions de spectateurs en salle, le film fut l'un des plus grands succès de 64, année d'ailleurs de tous les succès pour Louis de Funès, puisque Le Gendarme de Saint-Tropez assoit définitivement sa popularité, et le film Fantomas fera plus de 45 millions d'entrées en Russie. Marcel Alain, le seul des auteurs de Fantomas encore en vie, poursuit en justice la société Gaumont pour les torts moraux et commerciaux qu'aurait causé le film grotesque à son œuvre littéraire. Nous parlons bien sûr ici d'art. Le tribunal de grande instance de Paris conclut en sa faveur et en janvier 69 rend caduc le contrat entre Marcel Alain et Gaumont tout en ordonnant l'évaluation de son préjudice et la réévaluation de ses gains à 3% des recettes du film. Comme quoi l'art est bien subjectif. Vous affirmez que la police veille. Non, commissaire Juve, elle ne veille pas, elle nous endort. Vous avez... Jean-Marie va interpréter le journaliste Fandor, le héros bondissant du film, mais aussi Fantomas et quelques-uns de ses déguisements. Yul Brynner fut un temps envisagé, mais le cachet qu'il demande est trop important pour la production d'Une Belle. Jean-Marie incarne donc deux rôles, Fantomas et Fandor, lorsqu'il arbore son masque vert-bleu, lorsqu'il se fait passer pour Lord Charlton, quand il fait croire qu'il est Fandor, puis un vieux gardien de prison. Mais ce n'est bien sûr pas sa voix que l'on entend, mais c'est celle d'un acteur qui était prévu à l'origine pour interpréter Fantomas, Raymond Pellegrin. Originaire de Nice, Pellegrin sera un grand acteur français et sa voix, qualifiée par Dominique Zardi de plus belle voix du cinéma français, va incarner donc ce personnage, le rendant absolument génial. Une Belle lui avait promis le rôle, mais il avait aussi promis à Jean Marais. Il fera donc un mix des deux, la voix pour l'un et le corps pour l'autre. Pour te punir, je vais t'obliger à collaborer avec moi à une œuvre extraordinaire. Marais a été extrêmement frustré. Étant frustré, il a accepté de faire Fantomas et il a souffert parce que le rôle de Fandor, journaliste, est à peu près quand même aussi n'est pas très passionnant pour un acteur. Et qu'est-ce que c'est que ça? Je n'ai pas rêvé. C'était bien lui, Fantomas. Jeannot va être masqué. Jeannot va être doublé par un très beau Yougoslave qu'on aperçoit dans le film, fait de la figuration, qui était plus grand et plus mince que Jeannot. En plus, Une Belle très fin allait le doubler par une des plus belles voix du cinéma français, une voix noble et grinçante et mélodieuse, menaçante, qui est celle de Raymond Pellegrin. C'est une des plus belles voix de Fantomas qu'on ait jamais vues. Mon chef-d'œuvre, un homme parfait que je suis en train de créer, totalement à mes ordres. Un Fantomas qui fait aussi penser à l'ombre jaune, méchant habituel pour Bob Moran dans les romans d'Henri Verne. Christian Thomas, interprète d'un inspecteur assistant juve, va revêtir également le masque de Fantomas dans les scènes où il est de dos face à Jean Marais, et inversement, tiendra le rôle de Jean Marais quand il y face à Fantomas. Jean Marais fera tout pour faire ses cascades lui-même, à quelques exceptions près, mais ne sera pas très heureux du déroulement du succès du film, puisque même si l'on salue son travail, Louis de Funès lui ravit bien sûr la vedette sur tous les points, et l'on ne parle que de lui. Il faut que je... Alors on fait des cachotteries avec la police, on est en relation avec Fantomas. Alors écoutez-moi bien. Entre les deux acteurs, le courant ne passera malheureusement pas, Jean Marais ne travaillant pas comme de Funès, il lui faut plusieurs prises, estimant que le grand Louis joue pour lui, alors que Jean Marais, lui, joue pour ses rôles. Tu boiras et tu mangeras quand tu auras parlé. 48 heures de diète. On n'a jamais tué personne, monsieur le commissaire. Le journaliste avait écrit à Jean Marais en lui demandant qu'est-ce que vous pensez de Louis de Funès, et Marais avait écrit je déteste ce personnage qui a très mauvais caractère, qui est désagréable, c'est pas du tout ma tasse de thé, c'est pas du tout les gens que j'aime et tout. Dis donc, ton article, il était faux, hein? Mais c'est exact, il était faux. Tu prétends qu'il était faux maintenant que tout le monde croit qu'il était vrai. Or, Marais n'était pas comme nous, et Marais avait plutôt tendance à être bon à la 7e ou à la 8e prise. Alors, évidemment, quand on avait des prises tous ensemble, c'était là où il pouvait y avoir des conflits. C'est pourtant vrai. Mais qu'est-ce qui est vrai? Que tout le monde croit qu'il était vrai? Mais non, c'est pourtant vrai qu'il était faux.
Jean Marais aura de bonnes scènes et ce n'est pas encore l'acteur un peu plus vieillissant des 2 prochains opus, mais obtient le rôle puisqu'il n'avait pas réussi à être le OSS 117 malgré le fait que c'est lui qui avait donné l'idée de confier le film à André Hunebelle. Tu mens, il ment. Est-ce que vous m'avez accusé de mentir quand je disais que j'avais menti? Il ne fallait pas moins de 2 à 3 heures à Jean Marais pour se grimer en Fantomas, voire autre, et de nombreuses scènes lui faisaient prendre des colères noires, étant obligé d'attendre parfois plus que de raison, le masque posé et étouffant avec. Non, écoute. Je ne te permets pas de me vous voyer. Enfin, je ne me permets pas de me tutoyer. Ça suffit, hein. Ça suffit, là. Un acteur à la filmographie impressionnante, commençant en 1933 comme figurant, et puis bien sûr sa rencontre avec Jean Cocteau en 1946 avec La Belle et la Bête, et de nombreux films avec Sacha Guitry entre autres, puis c'est Le Bossu d'André Hunebelle qui en fait une star d'action. Écoutez, visiblement cet homme est épuisé, il ne peut plus suivre un raisonnement logique, alors nous reprendons cet interrogatoire. L'inspecteur Juve est interprété par le grand acteur Louis de Funès après que Bourvil refuse le rôle juste avant le début du tournage. Un personnage drôle, hystérique, jamais capable d'arrêter le méchant et secourant souvent mais inventif pour les pièges tendus aux méchants. Une des 2 meilleures scènes, celle d'abord du portrait robot. Puisque ne supportant pas l'acharnement du commissaire Juve, Fantomas va se déguiser en lui et le ridiculiser. Affublé d'un masque à l'image du commissaire, il va dévaliser un casino et tirer devant un cinéma. Et maintenant que personne ne sorte, attendez bien sagement l'arrivée de la police. Ce qui envoie directement le véritable Juve en prison. Et l'interrogatoire de Fandor montre toute l'étendue du travail d'acteur de ce cher Louis, qui est ici absolument génial. C'est ça, une bouche cruelle. Le succès de De Funès est désormais inévitable et progressif. Juste avant de tourner Fantomas, il vient d'achever le tournage d'un 3e film avec Jean Giraud, le gendarme de Saint-Tropez, qui sera un triomphe en salle dès septembre 1964, pendant le tournage même de ce Fantomas. Fantomas viendra confirmer le raz-de-marée provoqué par les aventures de Cruchot, et enfin, le dernier film tourné par l'acteur en 1964, la même année, n'est autre que Le Corneau de Gérard Houry, avec Bourvil. Hunebelle, il a eu un très grand sens, il était très conscient du talent de Louis de Funès, et je crois qu'il l'a engagé tout de suite, effectivement, après le triomphe, quand même, le triomphe du gendarme à Saint-Tropez. Ça a été un tel succès, je pense que ça a été le début du vedettariat de Louis, de Fufu. Fantomas a été le 2e étage, et puis les films d'Houry ont été l'apothéose. Tout à fait cette expression de brute dégénérée. Assez! Assez! Grâce à ces 3 films, Louis de Funès devient alors l'emblème des plus grands triomphes commerciaux du cinéma français, jamais égalé à ce jour. Et bien évidemment, au fur et à mesure des épisodes des Fantomas, son statut évolue au détriment de celui de Jean Marais, qui n'aimera pas du tout ça. Silence! Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça veut dire, hein? C'est un coup monté ou quoi? On se fout de moi? Du 1er au 3e opus d'ailleurs, Louis de Funès aura son nom de plus en plus évident sur les affiches, passant même devant Jean Marais sur le 3e. Louis de Funès court sur un train en marche, cascade réglée par Gilles Delamarre, qui se passa sans incident. En revanche, il se blessa lors de la scène où il est suspendu à une grue au-dessus de Paris, alors que lui n'est qu'à 1 mètre du sol et en studio, mais certains troncs nerveux étirés par cette longue suspension ont provoqué une paralysie des muscles de l'épaule de l'acteur qui mettra plusieurs années pour recouvrir en partie ses capacités. Louis de Funès portant quelques prothèses sur son visage ou Fantomas dans les scènes où il porte le masque de Juve, et aussi dans la scène du braquage du casino, de Funès apparaît sur une plateforme plus élevée pour simuler la taille de Fantomas, supérieure bien sûr à celle du vrai Juve. J'en connais un qui va bien rigoler en lisant ça. Qui ça? Fantomas? Mylène de Mongeau et Hélène, la compagne de Fandor, et dont Fantomas, en la voyant, va la convoiter. Hélène ne réalisant pas à quel point l'homme est dangereux. Tu crois qu'il me ferait peur? Il doit être fascinant, cet homme-là. Incarnant le charme et la beauté dans le rôle de la jeune première, elle ne cache pas toutefois son amertume. Si elle a en effet eu la chance de tourner aux côtés de Funès et de Jean Marais dans l'ensemble des films de la série, celle-ci regrettait de ne pas avoir eu quelque chose à faire, car dans ce type de film, la jeune première se doit avant tout d'être séduisante, charmante et parfaitement potiche. Ça n'empêche pas que ton article soit mauvais. Mais mets donc un peu de rêve, un peu d'imagination dans ce que tu écris. J'ai râlé pendant les 3 films parce que j'étais ravie de jouer avec De Funès, mais j'aurais quand même bien aimé avoir quelque chose à faire. Tiens, si Fantomas n'existait pas,
Bah, tu devrais l'inventer. Or, dans ce type de film, la jeune première se doit d'être séduisante, charmante et parfaitement potiche. Donc j'ai fait de mon mieux pendant le tournage pour essayer de ne pas être trop banale. Concernant sa découverte du scénario, Mylène de Mongeau se rappelle « Pour ma part, j'ai trouvé le scénario au retour d'un tournage en Yougoslavie. Je savais que j'allais vers un cinéma populaire, commercial et soigné. Et ma principale motivation pour ce film était en fait de tourner aux côtés de De Funès. » Je n'aurais certainement pas fait Fantomas s'il n'y avait pas eu De Funès. Originaire de Nice, sa blondeur et sa grâce mutine et sa charmante moue boudeuse la font rivaliser avec une autre jeune actrice en vogue, Brigitte Bardot. Toutefois, elle se démarque de Bébé, avec laquelle elle partage d'ailleurs une amitié et un même amour des animaux, en diversifiant ses emplois et choisit attentivement ses rôles. Oui, il y a les motards qui la suivent. Suivons-la. Elle tourne très tôt dans des productions étrangères et internationales, notamment dans Bonjour Tristesse d'Otto Preminger en 1958 et le plus souvent en Italie. Dans ce pays, elle se hisse au rang de star populaire d'ailleurs dès 1959, grâce au péplum La bataille de Marathon, film fantasme de ma jeunesse, que je recréais en jouant avec frères, sœurs et cousines dans mon jardin. Elle sera parfaitement immorale et infâme en Milady de Winter dans les deux films des Trois Mousquetaires, Les Ferrets de la Reine et La Revanche de Milady, dans les films de Bernard Borderie, et magnifique OSS Girl dans Furia Abaya pour SS 117, d'André Hunebelle. Pour ce nouveau forfait, aucun témoignage ne correspond à son signalement. Aucun. Alors ils sont tous fous, alors c'est moi. Jacques Dinam compose un adjoint parfaitement stupide, l'inspecteur Michel Bertrand, qui prend très cher sur les trois films, puisqu'il a Juve de Funès comme supérieur hiérarchique, c'est son souffre-douleur. Bien étrange, le commissaire. Je dirais même bizarre. Très bizarre. On se marrait tout le temps. C'est qu'André, lui, n'a jamais été désagréable sur un plateau, jamais, au contraire. Ça le faisait rire aussi. Mais il disait arrêtez, parce qu'on se fendait la gueule, on faisait que des conneries, enfin, surtout Fufu. Alors on y allait tous, on se marrait. Vous mangerez quand vous aurez parlé. Mais Michel, il n'y a pas de Michel. Il va totaliser au moins 132 rôles pour le cinéma, dont 19 avec De Funès, et la télévision, non compris ses interprétations au théâtre, une cinquantaine environ. Et à l'heure du hold-up, on dormait, évidemment. Et on n'entendait pas le téléphone. Mais vous savez bien que j'avais mes boules cuillesses. Et ses travaux de doublage, par exemple comme voix française de Jerry Lewis, John Bellucci. Et cet âne de commissaire Juve, il pourra rien changer. Victor French, rappelez-vous, dans la série La Petite Maison dans la Prairie, Burgess Meredith, Mickey dans Rocky 2 et 3, et sans compter de nombreux passages à la radio. Un des hommes de main de Fantomas est joué par Dominique Zardi, apparaissant dans plus de 600 films. Il fut le roi des troisièmes couteaux. Seul ou en duo avec son éternel comparse Henri Attaille, il est très difficilement repérable pour les cinéphiles et pouvait par exemple être caché dans une foule ou parmi les passagers d'une rame de métro. Ici, il n'apparaît que très peu et aura de meilleurs rôles dans les prochains. Ses rôles vont de la figuration à de très rares seconds rôles et son nom est crédité au générique de quelques 309 films. Mais dans plus de 300 autres, son nom n'est même pas mentionné. Il a également participé à des films étrangers, sa filmographie est plutôt vertigineuse et ses rôles ont fait côtoyer les plus grands, Louis de Funès, Bourvil, Jean Gabin, Jean Marais, Pierre Mondy, Galabru, Jean-Paul Belmondo, Alain Delon, Brigitte Bardot, pour ne citer que. C'est peut-être pour demain le grand feu d'artifice, le bouquet final. Un spectacle enfin digne de l'univers. Le directeur du journal Le Point du Jour est interprété par le grand Robert Delban, plus de 200 films à son actif entre 34 et 86, et il est l'un des seconds rôles masculins les plus connus du cinéma français. Il donne ainsi la réplique aussi aux plus grands acteurs du cinéma français, Louis Jouvet, Jean Gabin, Alain Delon, Lino Ventura, Bernard Blier, Paul Meurice, Jean Marais, ou encore Louis de Funès ou Sophie Marceau. Voilà l'épreuve de la une. Un peu culotté ton papier, Écoutez ça, messieurs. C'est le tonitruant Yes Sir de son personnage du majordome Jean dans Les Tontons Flingueurs de Georges Lautner qui marque durablement les esprits. Il tourne pas moins de 11 films avec ce dernier d'ailleurs. Il campe avec une égale conviction les rôles de truand et ceux de policier et nous a donné de très beaux rôles et de grands films. Ne vous fatiguez pas. Et Philippe Castelli en agent de faction qui reviendra dans les autres films.
D'accord pour celui-ci. Je prends aussi. La mannequin populaire Marie-Hélène Arnaud a été choisie pour le rôle de Lady Beltham, qui est accueillie par le véritable joaillier Pierre Harpel, fils de l'un des cofondateurs de Van Cleef & Arpels, et quand elle arrive avec Fantomas déguisé en Lord Shelton dans la scène d'ouverture. Et vous pensez que cette aventure sera du goût de Lady Beltham? N'est pas dans mes intentions de la mettre au courant. Lady Beltham sera trahie par Fantomas en voulant Hélène, ce qui va l'enrager et aidera Fandor et Hélène à s'échapper, tout en sabotant la voiture et les freins pour qu'ils puissent crever tranquillement. La garce, elle a saboté les freins. André Hunebelle fut le réalisateur avec qui Michel Magne travaillera le plus dans les années 60. Sorti en 1963, OSS 117 se déchaîne fut le premier de leurs 8 films communs. Cette première bande-son révèle que Magne est un compositeur surfant sur la vague de la mode en faisant un rythme très en vogue, le Hully-Gully, le thème principal du film OSS 117. Sa méthode des déclinaisons d'un thème principal préexistant, Magne la conservera pour composer la musique d'une autre série culte, Fantomas. On dira de lui qu'il a le génie aux limites de la farce. Abolissant toutes les frontières, Michel Magne parvint à concilier les débordements créatifs de la musique contemporaine avec l'univers contraignant de la musique de film. Une musique inoubliable pour les mélomanes, avec une capacité, comme toujours pour le compositeur, de lier son et image de la meilleure des manières et réussir à véhiculer une émotion sans pareille, notamment avec le superbe thème d'Hélène qui sera décliné dans le 2 et le 3 avec ses cloches inoubliables et qu'il reprendra d'une autre manière sur les OSS 117 et qui rappelle ici une Marquise des Anges inoubliable. Le thème de Fantomas, sombre, génial et absolument séduisant, reste savoureux et le lyrisme et la mélancolie n'est pas en reste. Une de ses compositions les plus abouties, sans commune mesure, et dont seul un 45 tours avec seulement 4 titres sortira à l'époque, ultra rare, et qui ressortira bien sûr en CD chez Universal. En 1962, Michel Magne avait acheté le château de Hérouville, situé dans le Val d'Oise, où il avait aménagé un petit studio d'enregistrement. L'acquisition puis les aménagements furent très coûteux et vont obliger Magne à composer sans relâche pour le cinéma. Le 26 mai 1969, un incendie criminel sévère ravagea toute l'aile gauche du château, quelqu'un de jaloux apparemment dans son entourage, où se trouvaient la plupart de ses bandes magnétiques, ses partitions et ses disques. La partition des Fantomas compta parmi les victimes d'un sinistre dont la cause ne fut pas déterminée. C'est un incendie criminel. Il était jalousé dans le coin, il était le dieu et le diable en même temps. Il y a eu donc cet incendie. Alors dans cet incendie, il a tout perdu. Toutes ses partitions, toutes ses bandes magnétiques, et puis l'aile la plus belle du château qui avait été refaite par les compagnons, tout a brûlé, c'est plus du tout maintenant la même chose. Ainsi, lorsque Universal Music souhaita commercialiser les bandes-sons de la trilogie Fantomas, il fallut fouiller dans les archives de la société de production Gaumont. En mettant de l'ordre dans les archives de Michel, donc dans des malles, j'ai découvert la seule chose qui reste des Fantomas, le seul manuscrit qui reste des Fantomas, de la partition du deuxième film. Si quelques maquettes furent dénichées et dépoussiérées, le résultat final fut en grande partie reconnu au travail de Raymond Alessandrini. Ancien orchestrateur de Michel Magne, en 2001, ce dernier va réécrire à l'oreille la bande originale des 3 films. Je me suis retrouvé chez moi avec une bande magnétique, un casque, et j'ai essayé derrière les dialogues donc de reconstituer la partition à l'identique. Lors du réenregistrement, la musique leur réserve encore quelques surprises. Entourés du jazz band de Michel Legrand, dont un saxophoniste présent lors du premier enregistrement de 1964, ils ne viendront à bout de la complexité de la partition qu'après de longues heures d'acharnement.
Bon, les pauvres ont un petit peu souffert parce que la musique est assez difficile. Il a fallu reconstruire certains morceaux, dont le thème phare, et ils vont réenregistrer le tout sous la direction d'Alessandrini. Un compositeur audacieux avec son trafiqué, l'arsène xylophone et bien sûr magnifique les grandes orgues de l'antre du méchant, Fantomas. Michel Magne instrumentalisé comme jamais, parfois insolite, et tapant aussi souvent que possible dans l'originalité de ses orchestrations et surtout ses partis pris, et qui démontre encore ici à quel point cet auteur fou restera à jamais un des plus grands compositeurs français, un créateur inédit dont la gloire reste sur les images des films qu'il va sonoriser. Et il a vu qu'on lui prenait son château, qu'on lui prenait tout son travail, et il est arrivé à l'âge de 55 ans, tout d'un coup, et il a lâché prise. Nostalgique mais tellement originale, la musique de Michel Magne reste populaire et dans nos mémoires grâce à des mélodies qui passent les âges, le temps, bref, un chef-d'œuvre. Succès mérité pour un film réussi, drôle et aventureux comme nous savions les faire dans le temps et que trop rarement aujourd'hui. En 2002, Christophe Gans va travailler sur un projet où les producteurs lui proposent Jean Reno et José Garcia dans les rôles principaux, alors que le réalisateur lui espérait faire une version plus sombre et plus proche des livres. Fantomas, comme souvent, rappelle les diffusions en été, les dimanches ou les mardis soirs en famille, avec un méchant défini comme le mal incarné, s'échappant à chaque fois, immaîtrisable et ayant toujours un temps d'avance sur nos héros. En plongée, 20 mètres. En plongée, immersion 20 mètres. Bien sûr, le film est là pour être un succès commercial, et c'est tant mieux, vu le bonheur que l'on nous donne à l'écran. Le commissaire Juve hystérique, Fandor en héros et la belle Hélène donnent eux aussi un trio gagnant, touchant tous les publics. Le long métrage se termine par une course-poursuite excellemment ficelée, où le méchant change de moyen de transport avec une facilité déconcertante, nos héros le retrouvant sans que l'on comprenne comment, avant de disparaître sous la mer, laissant Juve et Fandor en plein air. Aidez-moi! Aidez-moi, venez vite! Les trois films en prendront plein leur grade niveau critique, voire des insultes par les fans des livres, pour des films s'inspirant de la saga James Bond, certes, mais restant aussi de grands films français, au savoir-faire aujourd'hui oublié, dans un mélange des genres parfaits. Ah bah alors là, il n'y a pas tout, alors là c'est mathématique, là c'est scientifique, mais c'est moi, c'est bien moi, je dois être Fantomas. Commercial, il l'est, mais maîtrisé avec comme unique raison d'exister, pas le plaisir du spectateur. Contrat réussi et rondement mené grâce à la participation explosive d'un De Funès au charisme indéniable, de Jean Marais et un long métrage qui alterne les moments désopilants avec des séquences d'action particulièrement efficaces, de nombreuses références à l'univers de la bande dessinée et du serial et une absence complète de prétention. J'ai réalisé la plupart de mes forfaits avec le visage de mes propres victimes. Quel est votre souci majeur quand vous faites un film? Mais avant tout qu'il plaise au public. Et il se trouve que j'ai un point de repère, c'est que j'ai été très longtemps public avant de devenir cinéaste, que j'ai fait pendant très longtemps le métier de spectateur. Le témoignage du vieux gardien ligoté, votre histoire de masque, la carte de Fantomas, non. Tout concorde, il faut se faire une raison. C'est-à-dire que je cherchais mes films, et j'ai cherché à faire des films qui sont dans le ton de ceux que j'aimais, et de ceux que j'aime encore aujourd'hui. Il se trouve donc que quand je fais un film qui me plaît, en général, il plaît aussi aux spectateurs. C'est ma chance. Ils sont innocents. Mais évidemment! C'est une catastrophe. Mais quand je pense que j'ai flanqué le commissaire dans le placard. Pourtant, dans le milieu du cinéma, personne ou presque ne croyait en un succès commercial, et Dominique Zardi se souvenait que ressusciter Fantomas fut le coup de génie de Monsieur Hunebelle, dont on disait qu'il était ridicule, mais il n'empêche que chaque fois qu'il réalisait un film, il tapait juste. Lorsqu'il a décidé de faire Fantomas, tout le monde rigolait et se moquait de lui en disant « Oh non, pas Fantomas, on a déjà eu Belphégor, ça ne sert à rien ». La satisfaction du public venu en nombre dans les salles révélera que le contrat était à nouveau rempli pour un réalisateur qui, de son propre aveu, n'avait aucune autre prétention que de divertir son public. Les techniciens qui l'ont connu confirment cette volonté première du Nobel qui se plaisait dans le cinéma de divertissement avec sa petite famille cinématographique. Une adaptation très, voire trop libre peut-être pour certains, mais un très bon 7/6 pour moi, inoubliable, un classique et qui se bonifie avec le temps. N'hésitez pas à me faire part de vos avis dans les commentaires, j'y répondrai comme d'habitude, même négatif si c'est écrit poliment. Vous avez le lien pour les DVD et Blu-ray s'ils existent dans la description. Vous
pouvez vous abonner bien sûr à la chaîne Patreon qui vous permet d'avoir les vidéos en avance sans censure ni pub et avec des lives inédits. La boutique est ouverte avec mugs, t-shirts, suites, tabliers de cuisine, bref plein de choses et vous avez aussi le lien en description. Pensez à vous abonner, c'est gratuit, ça fait plaisir si vous en avez envie. Mettez un pouce et activez la petite cloche pour les notifications et à bientôt pour du lourd. Bye bye. Non, non, ce n'est pas fini. Nous nous retrouverons, Fantomas.